Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30, 13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés européens qui se réactivent après un long week-end de 4 jours et les indices actions en Europe sont bien orientés en ce début de semaine, une semaine qui sera un peu raccourcie effectivement. On notera que l'indice CAC 40 s'accroche quasiment sur ces records historiques qui ont été battus début mars. On tape sur la résistance désormais des 7400 points qu'on n'arrive pas à déborder très franchement, il faut le noter, mais le CAC 40 reste très proche de ce niveau. On est allé chercher 7399 points au cours des premières heures de séance aujourd'hui, avec une hausse entre 0,5% et 1%, même quasiment de hausse pour le CAC 40 à mi-séance, au démarrage d'une semaine qui sera à la fois micro et macro, puisque oui, les résultats d'entreprise vont prendre la relève dans l'agenda des investisseurs pour les prochaines semaines. Tout ça va commencer assez lentement cette semaine, mais nous aurons déjà des indicateurs de référence avec les ventes par exemple de LVMH pour le premier trimestre qui seront publiées mercredi soir. Hermès publiera également son chiffre d'affaires trimestriel en fin de semaine, et puis la journée de vendredi sera marquée par les premiers gros résultats des grandes banques américaines pour le premier trimestre, avec notamment JP Morgan, Citi, Wells Fargo, et puis bien sûr une attention particulière des investisseurs qui sera portée aux résultats des banques régionales. Beaucoup d'entre elles sont cotées, ainsi nous aurons ce vendredi les résultats par exemple de First Republic, une des banques régionales dont la situation n'est peut-être pas encore totalement clarifiée aujourd'hui. Et puis la partie macroéconomique, après l'emploi américain publié vendredi, qui était un jour férié sur les marchés. Nous y reviendrons dans un instant avec Bastien Dreux chez CPR Asset Management. Les investisseurs prendront connaissance d'autres indicateurs clés pour l'économie américaine dans la perspective de la prochaine réunion de la Fed qui se déroulera les 2 et 3 mai prochains. Les investisseurs prendront ainsi connaissance cette semaine de l'indice des prix à la consommation, le CPI américain pour le mois de mars, ou encore les ventes au détail pour le mois de mars qui seront publiées également dans les prochains jours. Justement, commençons par les indicateurs macro du moment pour l'économie américaine. C'est en ce moment que se joue sans doute en partie la prochaine décision de la réunion de la Fed, de la Réserve fédérale américaine, le 3 mai prochain. Bastien Dreux est avec nous par téléphone, responsable de la stratégie de la recherche économique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Il faut qu'on revienne sur les chiffres de l'emploi américain qui ont été publiés vendredi. Les marchés étaient fermés en Europe et aux États-Unis vendredi. Ils étaient encore fermés hier en Europe. Il faut donc revenir sur le rythme des créations d'emplois, la dynamique du marché du travail américain. Que disent les chiffres et que disent la qualité également des indicateurs qu'on peut suivre sur le marché du travail américain à ce stade, Bastien? Alors, ça n'a pas été un mauvais job report. Comme chaque mois, il y a un paquet de petites incohérences avec une enquête auprès des entreprises qui fait état des plus faibles créations d'emplois depuis 2 ans, à 236 000 créations d'emplois en mars, mais presque 600 000 personnes de plus qui se disent employées dans l'enquête auprès des ménages. Donc il y a toujours une petite incohérence entre cette enquête auprès des entreprises et l'enquête auprès des ménages. Mais bon, il faut souligner que les statistiques gouvernementales sur le marché du travail sont de moins en moins bonne qualité aux États-Unis. La première raison, c'est qu'on a un taux de réponse qui est très faible, qui est beaucoup plus faible qu'avant le Covid. Et puis ensuite, il y a d'énormes problèmes de désaisonnalisation qu'on retrouve de toute façon sur tout un tas d'autres indicateurs. Alors malgré tout, on peut souligner plusieurs petites choses. Le rythme des créations d'emplois, il ralentit. Et on voit vraiment que le job report de janvier a été un one-off. Il avait été extrêmement bon. C'était grâce à des conditions météo qui étaient exceptionnellement favorables. Ça ne lançait pas du tout une nouvelle tendance. Ensuite, c'est quand même la 4e fois sur les 5 derniers mois que le nombre d'heures travaillées est en baisse. Et en fait, la dynamique des heures travaillées, elle est quasiment au point mort. Ça, c'est vraiment un mauvais signal pour l'activité. Il y a quand même un petit parfum de récession derrière tout ça, parce que ça veut dire que s'il y a moins d'heures travaillées, il y a moins d'activité.
Puis pour terminer, le dernier point qu'on peut retenir de ce Job Report, c'est et le vrai signal qui émerge Job Report après Job Report, c'est la décélération des salaires. Sur les 3 derniers mois, le salaire horaire moyen il progresse de 3,2% en rythme annualisé. Et c'est à peu près ce qu'on voyait en 2019, quand on ne parlait pas du tout de pénurie sur le marché du travail. Et là, il y a une vraie tendance à la décélération qui est très nette. Et la Fed ne va plus pouvoir instrumentaliser ce chiffre comme un éventuel accélérateur d'inflation. Et c'est ça que je retiendrai du Job Report de mars. Très intéressant. Et à ce stade, on observe cette décélération de la hausse des salaires sans effet sur le taux de chômage global. Vous le disiez, effectivement, l'enquête auprès des ménages permet de maintenir un taux de chômage, je crois, autour de 3,5%. C'est ça encore pour le mois de mars, Bastien? C'est l'un des plus bas taux de chômage de ces 50 dernières années. Et si on va un petit peu au-delà du Job Report, on a quand même d'autres indicateurs. Il y avait aussi le rapport ADP la semaine dernière, il y avait aussi les ouvertures de postes. On voit que le marché du travail américain, c'est vrai qu'il reste tendu, mais les choses sont quand même en train de se dégrader mois après mois et ça devient de plus en plus net. Qu'est-ce qu'on attend partant de ce marché du travail américain qui semble commencer à se détendre, Bastien? Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'indice des prix à la consommation, le CPI du mois de mars qui sera publié cette semaine, et notamment de la partie que Jérôme Powell et que la Fed regardent de très près, c'est-à-dire la dynamique des prix dans les services hors composante logement? Bon, la première chose qu'on peut dire, c'est que l'inflation totale, elle est en décélération quand même depuis 8 mois à 6%, alors que l'inflation sous-jacente, vous venez de le rappeler, elle reste plus ou moins bloquée aux alentours de 5,5% depuis quelques mois. Alors on peut surtout s'attendre pour ce rapport sur les prix à la consommation de demain, on peut surtout s'attendre à une nouvelle franche baisse de l'inflation totale, tout simplement à cause de la dissipation des effets de base liés à l'énergie. On peut rappeler qu'en mars 2022, les prix à la pompe avaient fortement augmenté aux États-Unis suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et les prix à la pompe en mars 2023 ont été 16% plus faibles qu'en mars 2022. Donc on va avoir une décélération de l'inflation totale qui va provenir de la baisse des prix à la pompe. Il n'y a pas que les prix à la pompe, il y a aussi le prix du gaz naturel aux États-Unis sur les marchés de gros qui sont retombés à leur plus bas niveau depuis 2020. Donc c'est pas juste, ils ne sont pas juste revenus au niveau d'avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ils sont quand même revenus au plus bas depuis 2020. Et ça va tirer à la baisse les factures de gaz, évidemment, mais aussi les factures d'électricité, parce qu'il y a beaucoup d'États américains qui produisent de l'électricité avec du gaz. Donc on peut s'attendre à une inflation totale qui baisse franchement dès le mois de mars, et puis ça va probablement s'amplifier un petit peu sur les mois qui suivent. Peut-être aussi éventuellement avec un peu de désinflation des prix alimentaires. On a actuellement une contribution de l'alimentation à l'inflation totale qui est historiquement forte. Après, le gros morceau, comme vous le soulignez, c'est quand même l'inflation sous-jacente, où là c'est plus compliqué. On a quand même les 2/3 de l'inflation sous-jacente qui s'explique par les loyers. Alors on sait que les loyers constatés par les sociétés privées ont beaucoup ralenti ces derniers mois, voire ils ont baissé. Il y a généralement un retard de 9 mois entre le CPI loyer et les mesures privées des loyers. Alors on sait que le CPI loyer et donc l'inflation sous-jacente vont baisser. Il faudra vraisemblablement encore 2 à 3 mois pour que ça commence à se voir vraiment. Donc là, vraiment dans l'immédiat, on ne va pas forcément voir grand-chose sur l'inflation sous-jacente qui va vraisemblablement rester un peu bloquée aux alentours de 5,5 pour le mois de mars. Quand on ajoute la situation bancaire et les conséquences potentielles des troubles bancaires qu'on a pu observer sur le marché américain ces dernières semaines, Bastien, quelle va être l'équation pour la Réserve fédérale américaine lors de sa réunion de politique monétaire des 2 et 3 mai prochains? Eux se sont mis dans une situation de communication où il n'y a quasiment plus rien à attendre en termes de resserrement. Si on revient à la théorie de la politique monétaire, les banques centrales, elles augmentent les taux directeurs pour ralentir le crédit bancaire, pour faire ralentir l'activité et donc l'inflation. Du moins, c'est l'un des canaux de transmission qui est attendu. Mais si, et c'est ce qui est en train de se passer actuellement, le crédit bancaire ralentit en partie pour des raisons exogènes, la Banque centrale n'a plus besoin de relever ses taux directeurs. Et là, justement, on a une forte baisse du stock de prêts bancaires aux États-Unis sur les 2 dernières semaines.
c'est même la plus forte baisse du stock de prêts bancaires aux entreprises depuis que ces statistiques existent, c'est-à-dire 1973. Alors, il y a peut-être des raisons méthodologiques derrière tout ça. Il faut être un petit peu prudent parce que les chiffres peuvent être révisés. Mais en tout cas, avant même l'épisode de SVB, on avait un ralentissement de l'octroi du crédit bancaire aux entreprises qui était très net depuis déjà 4 ou 5 mois. Donc là, l'épisode de mars avec SVB, ça va sans doute pas améliorer les choses. Donc à partir du moment où la Fed a fait un gros focus sur ce sujet, c'est quand même difficile de l'imaginer redevenir offensive. Il faudrait vraiment qu'il y ait une grosse surprise haussière sur l'inflation pour que la Fed redevienne offensive, mais ça paraît quand même très peu probable aujourd'hui. Quand vous dites très peu probable de voir une Fed offensive, ça veut dire que même 25 points de base, ce serait peut-être de trop. 25 points de base, ça reste quelque chose qui est compliqué. Franchement, quand on regarde les dernières statistiques sur l'évolution du crédit bancaire, ça montre quand même qu'il est en train de se passer quelque chose. Il y avait déjà quelque chose qui germait un peu avant l'épisode de SVB, et il n'y a franchement pas de nécessité pour la Fed de continuer ces hausses de taux directeurs, alors même que le crédit bancaire est en train de ralentir fortement, voire pour certains créneaux de se contracter, quoi. La barre pour une pause est donc assez peu élevée aujourd'hui pour la Réserve fédérale américaine. Bastien, se posera inévitablement à l'occasion du prochain FOMC la question de savoir où est la barre pour une première baisse de taux de la Fed. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. De toute façon, lors de la dernière conférence de presse, il avait été dans la session de questions-réponses, il y avait beaucoup plus eu de questions sur une éventuelle future baisse de taux que sur une future hausse de taux. Donc, il y avait déjà cette question-là qui avait été posée. Je pense que la fonction de réaction de la Fed sera très liée à ce qui se passe sur le marché du travail. Pour le moment, on a des indicateurs qui se détériorent, mais qui ne sont pas mauvais. Et à partir du moment où on commencera à avoir une hausse assez franche du taux de chômage, on pourra imaginer une Fed qui commence à se poser la question d'une baisse de taux directeur. Ça, c'est pas du tout quelque chose qu'on peut imaginer sur les 3 ou 4 prochains mois. C'est plutôt quelque chose, évidemment, pour plutôt la fin de l'année 2023. Pour finir, dans la communication de la Fed, il y a la partie taux, il y a la partie bilan également, Bastien. Pour l'instant, le rythme de réduction du bilan aux États-Unis a été préservé totalement par la Réserve fédérale américaine. Est-ce que c'est un aspect dans la communication de la Fed qui peut évoluer ? Ça, c'est effectivement quelque chose qui peut évoluer. Il y a quand même beaucoup de questions qui se posent sur finalement l'impact que la politique de bilan de la Fed peut avoir sur le bilan des banques commerciales, parce que on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais on a des fuites de dépôts finalement des grandes banques américaines qui vont vers les fonds monétaires. La raison, c'est parce que les fonds monétaires ont des rendements, les fonds monétaires américains ont des rendements qui sont beaucoup plus attractifs que les dépôts des banques commerciales. Et ça, c'est quelque chose qui est rendu possible finalement parce que les fonds monétaires, ils prêtent à la Fed dans le cadre de ce qu'on appelle les opérations de reverse repo. Et on pourrait imaginer dans les mois à venir que la Fed, elle rende peut-être un peu moins avantageux ces opérations de reverse repo pour peut-être décourager finalement ces grands mouvements de dépôt qui quittent les grandes banques américaines pour aller dans les fonds monétaires. Merci beaucoup Bastien. Merci pour ces éléments de perspective et d'analyse sur la situation macro-américaine et les éléments qui feront la prochaine décision de la Fed. Je vous rappelle avec une réunion du FOMC qui est programmée les 2 et 3 mai prochains. Bastien Dru, responsable de la stratégie de la recherche économique de CPR Asset Management, qui était avec nous par téléphone. Parlons à présent marché et stratégie d'investissement avec notre invité en plateau pour cette demi-heure d'émission, David Mellul, directeur général et membre du comité d'investissement de Varenne Capital. Bonjour et bienvenue David. Bonjour Grégoire. On va parler des enjeux du deuxième trimestre sur le plan de l'investissement et des marchés. L'idée étant également de faire un bilan de ce premier trimestre.
Partant peut-être l'analyse proposée par Bastien Dru de CPR sur la situation économique et monétaire aux États-Unis, qui reste évidemment le sujet majeur. Oui, effectivement, l'analyse qui vient d'être portée par Bastien est très intéressante et on partage cette analyse. Au cours du premier trimestre, on a eu un environnement qui a quand même changé. On a eu un début d'année où on était globalement bien orienté, porté par un scénario plutôt optimiste de soft landing. Et puis, un certain nombre de changements sont apparus, notamment avec l'épisode SVB et les banques régionales, qui amènent finalement son lot de turbulences sur ce scénario de base de soft landing. Donc, comment ça se traduit sur les marchés? Un peu plus de défiance. Et puis finalement, est-ce qu'il faut réévaluer tout cela vers ce qu'on considérait comme étant le scénario de base il y a encore 9 mois, qui était un scénario de hard landing, de récession longue, profonde? Je ne le crois pas, mais tout cela a été un petit peu rebattu au cours du mois de mars. À l'aune des éléments et des informations qu'on a aujourd'hui, après les turbulences bancaires du mois de mars, qui pour l'instant semblent relativement contenues et apaisées, l'idée centrale reste celle quand même d'un soft landing, si on prend la grande idée macro qui domine aujourd'hui. L'idée centrale, ça va rester celle d'un soft landing. Maintenant, le principal driver, ça va être l'accès au crédit. Bastien vient de le dire, effectivement, il y a beaucoup d'études qui vont dans le même sens, c'est-à-dire que globalement, on a presque jamais vu un tel durcissement de l'accès au crédit aux États-Unis. Et de cet accès, de cette disponibilité du crédit, va dépendre la profondeur de la récession. On va a priori, assez clairement s'inscrire en récession au cours du deuxième semestre. Reste à voir, c'est ce qui était voulu, c'est ce qui était souhaité par la politique qui est menée actuellement aux États-Unis par la Fed, cette politique très hawkish qui vise à contenir l'inflation en mettant des pressions récessionnistes. Voilà, la récession va manifestement arriver. Après, dans quelle mesure on va avoir un phénomène peut-être un peu d'excès dans le mouvement qu'il va falloir très vite stabiliser. On fait confiance aux politiques américains pour réussir à contenir la chose, mais dans le même temps, il y a d'autres choses, d'autres paramètres à prendre en compte. L'administration Biden qui a aussi un plan de soutien fiscal dont les effets vont prendre fin au mois de mai prochain. Les attentes aussi des agents économiques, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté la réalité de la politique monétaire et puis de l'autre côté les attentes que les marchés vont avoir de cette politique. Là, effectivement, la nécessité d'augmenter les taux est moins urgente qu'il y a quelques semaines. Maintenant, on a encore à peu près 80% des agents économiques qui s'attendent à une hausse de taux de 25 points de base à la prochaine réunion. Ce sera probablement, qu'elle ait lieu ou pas, en tout cas, raisonnablement, on peut penser qu'on va rentrer après sur un plateau. Et on verra en deuxième partie d'année si effectivement on commence à baisser les taux directeurs fonction de l'état de l'économie et de la profondeur attendue et analysée à ce moment-là de la récession. Ouais. Mais ça veut dire qu'autour de l'idée toujours centrale du soft landing, il y a quand même des scénarios de risque attachés qu'il faut surveiller de plus en plus aujourd'hui, à la fois risque pour la sphère financière, mais aussi risque pour l'économie réelle, avec que tout le monde craint, c'est-à-dire qu'à un moment le truc qui casse, la rupture, le côté un peu falaise où que le credit crunch viendrait encore accroître. C'est pour moi le principal risque aujourd'hui. Maintenant, on a des banquiers centraux qui sont à la manœuvre. Il n'y a pas de raison aujourd'hui d'anticiper ce risque de falaise, mais c'est un risque qui doit être maîtrisé. Pour ça, la Powell doit avoir une main très forte sur sa politique. Le marché de l'emploi se porte très bien, mais il commence à montrer des signes de plafonnement, comme on vient de le voir à l'instant. La politique, globalement, les consommateurs se portent bien, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en Asie. Maintenant, il y a aussi en Chine un certain nombre d'éléments nouveaux qu'il faut prendre en compte, et pas que les grandes manœuvres militaires qu'on a pu voir la semaine dernière avec Taïwan, qui serait un drame pour les marchés financiers, au-delà du drame humain, évidemment. Mais on a aussi une Chine qui est en train de changer de politique étrangère, qui se rapproche à dessein de la Russie, du Brésil. Donc tout cela amène son lot d'incertitudes. Maintenant,
les entreprises continuent d'aller bien. On va le voir dans les résultats. On va le voir dans les prochaines publications. On s'attend à ce que les publications soient de très bonne facture, y compris pour le secteur bancaire. Rappelons au passage que le secteur bancaire européen et américain ne sont pas comparables. En Europe, on a une réglementation avec BAL 3 notamment qui nous préserve de certains écueils qu'on peut voir aux États-Unis. Maintenant, on va avoir donc clairement de bonnes publications ce mois-ci. Ce qui sera intéressant de voir, ça va être les publications et notamment la partie guidance et donc les anticipations, les perspectives qu'ils auront pour le reste de l'année. Comment on gère un scénario de soft landing et les risques attachés à ce scénario dans les portefeuilles, dans la stratégie Varenne Capital avec 4 grands moteurs qu'on rappelle à chaque fois, David, parce que entre un soft landing et un scénario de rupture ou de crash financier ou de crash économique, deux situations complètement différentes. Ouais. Il faut comprendre en compte. Deux situations complètement différentes. Alors, puisque nous n'avons pas de boule de cristal, chez Varenne, depuis toujours, on embarque 4 moteurs de performance, je les rappelle. Le long action, qui est le cœur du portefeuille, qui est le principal vecteur de génération de performance. La capacité à intervenir avec une équipe dédiée sur du short action, donc la prise de position vendeuse. Une deuxième stratégie de décorrélation, une stratégie d'arbitrage de fusion-acquisition. Et puis, enfin, une stratégie de couverture macroéconomique précisément pour nous protéger ou essayer de préserver le capital des investisseurs dans ce fameux scénario de rupture. Bon. On peut jouer à se faire peur, effectivement, soft landing, hard landing, bon ça reste un landing, donc de toute façon il va falloir... il y a un atterrissage. Il y a un atterrissage. Donc dans cet environnement-là, on pense qu'il y a de très très belles entreprises et il y a encore de très belles opportunités à saisir sur les marchés actions, d'entreprises qui ont du pricing power, qui ont cette capacité à préserver les marges en projetant sur le consommateur final les hausses de coûts. On a une détente sur la supply chain, on l'a vu encore à l'instant avec les visuels de Bastien, le pic sur l'énergie était globalement l'été dernier, donc il est passé. Donc on a une détente sur la supply chain, une détente sur l'énergie. Des entreprises qui ont du pricing power qui est très fort, qui sont très bien gérées et donc qui finalement peuvent continuer à profiter de cet appétit du marché. Porté également par une valorisation qui a été quand même beaucoup comprimée globalement sur les marchés actions en 2022, donc des valorisations qui sont plus raisonnables, et puis de l'argent qui reste encore assez disponible malgré tout, et donc qui se déverse encore sur les meilleures opportunités. Sur la notion de pricing power, tout le monde a eu du pricing power pendant l'année 2022. On va voir le vrai et le faux d'une certaine manière, David. Voilà, c'est ça. Ça fait longtemps qu'on l'anticipe, mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'entreprises, et même j'imagine des chefs d'entreprise qui n'imaginaient pas de leur vie avoir la capacité de fixer des prix comme ils l'ont eu. Ces phénomènes, secteur par secteur, industrie par industrie, vont peut-être parfois s'estomper. Voilà, on va voir les entreprises qui ont réellement du pricing power et par opposition à celles qui en ont peut-être temporairement et donc conjoncturellement. Voilà, et pour ainsi dire, qui n'en ont pas en réalité, qui ont juste profité d'un effet d'aubaine. Mais là, on a des entreprises qui ont successivement augmenté les prix depuis le début de l'année dernière, sans observer la moindre dégradation sur l'appétit du consommateur. Donc ces entreprises-là, on pense au secteur du luxe, LVMH par exemple, mais pas que, ces entreprises-là vont être les grands gagnants de cet environnement où l'inflation a changé de forme l'année dernière, qui est passée d'une inflation par la hausse de coûts à une inflation par la hausse de la demande. Et donc il y a aujourd'hui encore un appétit et il y a cette capacité à, dans un environnement où on réduit les coûts, on a des annonces de destruction d'emplois massives presque tous les jours, dans un environnement où on arrive à contenir les coûts, voire même à réduire les coûts, si on arrive à préserver les marges, dit autrement, après 2 publications, vous allez avoir un effet extrêmement vertueux où finalement vous allez avoir un effet extrêmement positif sur la rentabilité et la profitabilité des entreprises. Et donc finalement, on va prendre conscience que certaines entreprises qui aujourd'hui paraissent valorisées raisonnablement, finalement sont peut-être pas chères. Vous le disiez, là, dans les 4 moteurs stratégiques de Varenne, la poche longue, la stratégie longue, reste le pourvoyeur principal de performance à ce stade. Là, sur le premier trimestre, et puis même globalement... depuis, c'est bien de le rappeler. Oui, non, mais c'est de toute façon, sur un temps long, globalement, on considère que la principale source de performance, c'est le long action.
Les actions, globalement, on est convaincu que faut pas essayer de timer le marché, faut pas être on/off, sinon vous ratez les phases de rebond, vous rentrez trop tard, et voire même vous pouvez après il y a un effet porte de saloon qui peut être extrêmement préjudiciable pour l'investisseur. Donc depuis globalement le 4e trimestre l'année dernière jusqu'à maintenant, c'est le long qui a porté la performance de la gamme, une performance qui est assez vigoureuse, parce que globalement si je regarde la fin du premier trimestre, Varenne Global comme Varenne Sélection sont des fonds qui ont une performance positive à 2 chiffres, malgré les turbulences du mois de mars. Donc moi, si on m'avait annoncé ça, on disait un peu en rigolant tout à l'heure, mais si on m'avait annoncé ça à la fin du 4e trimestre, j'aurais signé tout de suite. Oui. Ben oui. Non, mais c'est vrai que pour nous, c'est justifié. On en comprend la cause, on en comprend l'origine, on va dire. Après, il faut faire attention. Clairement, il va y avoir de la volatilité. On l'a vu, les moindres risques exogènes qui se matérialisent sur les marchés emmènent énormément d'incertitudes et de mouvements. SVB, avec un risque de propagation assez limité en Europe, a quand même amené une tension très très forte sur le système financier européen. Et Crédit Suisse en a été la principale victime. Là encore, des opportunités. UBS et l'opération qui est en train de se mener entre UBS et Crédit Suisse. Et probablement, on en reparlera. Pour UBS, oui. C'est le deal du siècle. Ouais. C'est quand même assez incroyable qu'on amène Crédit Suisse comme ça dans un joli panier avec un ruban autour. Non seulement ça leur coûte rien, mais on les a payés même d'une certaine manière pour reprendre Crédit Suisse. Ça vous coûtera rien, tous les régulateurs sont d'accord, ça va être l'intégration la plus rapide de l'histoire. Et puis, il y a presque 8 milliards de synergies par an à aller extraire de cette opération. Bon, il y a beaucoup d'opportunités comme celle-là en ce moment dans les marchés. Il faut juste être en mesure de les saisir. Qu'est-ce qu'on peut dire du niveau de couverture, de la stratégie de couverture qui a augmenté, j'imagine, forcément. La stratégie de couverture, oui. Alors c'est vrai que la stratégie de couverture, elle est montée au 4e trimestre. Elle a été montée au 4e trimestre de l'année dernière avec un complément en début d'année cette année pour couvrir l'année 2023. On a une protection qui nous protège qui s'activerait justement en cas de scénario de falaise. De falaise, voilà. C'est ça, de rupture. Donc en gros, si on casse les points bas, pour faire simple, si on casse les points bas de 2022, alors le dispositif viendrait à s'activer de façon assez vigoureuse grâce à des instruments optionnels. Donc on a la protection contre le risque, l'effet falaise. Je crois qu'on va le garder d'ailleurs celui-là. On a la protection contre l'effet falaise. Et puis derrière, surtout, on a des entreprises qui continuent à créer de la valeur. Donc on pense que ça va être une année de stock picker. C'est ce que je dis depuis un certain nombre de mois. L'année a bien démarré pour le moment. Il reste encore une grande partie du chemin à faire. Mais avec des entreprises de très bonne facture, très bien gérées, on est confiant quant à la capacité de Varenne à délivrer une performance significative et de bonne qualité en 2023. Oui, derrière la hausse des indices européens à 2 chiffres depuis le début de l'année, oui, il y a déjà des écarts très très importants au sein de la cote avec des boîtes à plus 30 et d'autres qui sont à l'inverse déjà sur des baisses à 2 chiffres depuis le début de l'année. Merci beaucoup David, merci pour cet éclairage de marché et ces quelques éléments apportés en matière de stratégie d'investissement chez Varenne Capital en l'occurrence. David Mellul, directeur général et membre du comité d'investissement de Varenne Capital qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. Voilà pour cette édition, nous nous retrouvons à 17h en direct.